S'il y a des questions. Oui, Eric, j'aurais une question. J'aimerais ça que tu nous parles de l'amour du moment présent et puis de quelle façon, dans ce moment présent, qu'on pourrait accomplir des miracles. Le miracle, c'est le moment présent. C'est le fait qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie. C'est ça le miracle. Tout est déjà accompli. Il n'y a pas à avoir de soucis. Il n'y a pas à avoir de programme. Il n'y a pas à avoir de tension. Il n'y a rien de séparé. Il n'y a pas la place pour un acteur. Cette compréhension, c'est ça le miracle. Mais il n'y a pas de miracle personnel. L'accomplissement, c'est la vie. Il n'y a personne qui crée le printemps, l'automne, qui crée les nuages, qui crée la beauté, qui crée la joie, la vie, la mort, la souffrance, l'amour. Le miracle à chaque instant, mais il n'y a pas d'auteur. Quand je veux accomplir un miracle, je me sépare de la vie. Je me prends pour une entité personnelle. À ce moment-là, il y aura conflit, il y aura approximation. Je dois me libérer de tout imaginaire d'accomplissement. C'est ça l'accomplissement. Vous parlez du miracle de l'instant présent, mais comment être un avec ce qui est? Quelle autre possibilité vous voyez? J'en vois pas d'autre, mais j'ai tellement de difficulté à parvenir à être un avec toutes les pensées, toutes les peurs surgissent dans le mental. Et de là, la difficulté d'être un avec, même si je sais qu'il n'y a pas de solution. Mais vous n'êtes pas le mental. Vous connaissez le mental. Vous connaissez la tristesse le matin, l'agitation l'après-midi, la jalousie le soir, l'inquiétude, la tranquillité. Tout ça apparaît en vous. Vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas anxieux. Vous êtes l'espace dans lequel les émotions apparaissent et disparaissent. La perception apparaît en vous. Donc n'essayez pas de faire un avec la perception. À ce moment-là, vous l'objectivez, vous vous séparez. Vous êtes naturellement un avec la perception. Soyez de plus en plus disponible dans la perception. Il n'y a personne qui pense, il y a pensée. Il n'y a personne qui agit, il y a action. Uniquement, ajoutez pas un acteur, ajoutez pas un penseur. Moi, je continue dans le même sens, parce que dans la vie, on joue tellement de rôles, c'est-à-dire on a un rôle de père, un rôle dans la société, un rôle d'amant, un rôle de compagnon, d'ami. Ce que vous dites finalement, c'est que ce sont uniquement des rôles, des illusions finalement. Notre présence à la vie, c'est éternel, c'est pas un rôle, c'est en dessous de tout ça, l'espèce de présence à l'être. Avant d'être un père, vous êtes. Avant d'être un amant, vous êtes. Avant de penser, vous êtes. On pourrait dire, vous ne limitez pas à vos rôles. Vous ne vous limitez pas au rôle, vous
cherchez pas non plus dans le rôle. Quand vous ne cherchez pas dans le rôle devient élastique, le rôle devient léger. Vous n'avez pas besoin d'être un bon père, vous n'avez pas besoin d'être un bon amant, vous n'avez rien besoin. Vous accomplissez selon votre capacité, qui vous est donnée. Vous y êtes pour rien. Votre intelligence, votre stupidité, votre force, votre faiblesse, tout ça vous est donné. Vous devez l'accepter, simplement. Le rôle est facile. Que votre fils vous juge ceci ou cela, c'est normal. Que votre amant, votre maîtresse, que votre père, que votre chien ait son opinion sur vous, ils ont tout à fait raison. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur vous-même. C'est normal que les gens plus intelligents que vous trouvent bêtes. C'est normal que les gens plus bêtes que vous trouvent intelligents. C'est normal que les gens plus forts que vous trouvent faibles. C'est normal que les gens plus faibles que vous trouvent forts. Donc, toutes les qualifications dont on vous affuble sont toutes vraies. C'est facile. C'est uniquement quand vous voulez vous en approprier une et pas l'autre que éventuellement un conflit surgit. Quand vous écrasez une fourmi, c'est normal que cette fourmi ait une opinion modérément affectueuse sur vous. C'est entièrement justifié, il a totalement raison. Vous n'avez pas besoin de la convaincre que vous êtes quelqu'un de totalement moral quand vous venez d'écraser sa famille. Donc toutes les projections de l'environnement sur vous sont toujours justes du point de vue de l'environnement. Du fait que vous n'avez plus besoin d'avoir une quelconque opinion sur vous-même, il y a une facilité de vie qui vient. Vous ne pouvez plus être être ébranlé par une opinion, parce que l'opinion est toujours juste. Il n'y a rien à se défendre. Il n'y a rien à prouver dans la vie. Il n'y a rien à justifier. Donc, vous verrez, il y aura une souplesse de votre rôle de mari, de votre rôle d'amant, de votre rôle de père, de votre rôle de maître de votre chien, d'employé de votre patron, de patron de votre employé. Toutes vos caractéristiques vont être légères. Ça apparaît sur l'instant. Dès que l'enfant n'est plus là, il n'y a plus de père. Dès que la maîtresse n'est plus là, il n'y a plus d'amant. Dès que le chien est plus, etc. Il n'y a pas à garder une qualification. La qualification vous est donnée par la situation et meurt avec la situation. Donc si on vous demande qu'est-ce que vous êtes, vous ne pouvez pas répondre. Vous êtes écoute. Dans la situation, ceci ou cela. S'il y a le feu, vous êtes un pompier. Mais vous n'avez pas besoin de vous prendre pour un pompier quand il n'y a pas de feu. Au plus, vous ne cherchez pas une qualification, au plus, il y a une disponibilité pour vivre toutes les qualifications. Pourquoi se limiter? Tout est à votre disposition. Bon, vous trouvez un fonctionnement harmonieux. L'harmonie, elle est dans votre disponibilité. Il n'y a pas de situation harmonieuse. Tant que je cherche une situation harmonieuse, je vais vivre la disharmonie. Donc ne cherchez pas d'avoir une relation harmonieuse avec quiconque. L'harmonie, c'est le regard, c'est l'écoute. Dans votre écoute, l'opinion de votre fils, de votre chien, de votre maîtresse, de votre femme, a sa place. Mais vous ne cherchez pas là-dedans. Vous écoutez, vous comprenez, vous êtes présent. C'est normal que vos parents vous voient comme ça, que votre enfant vous voit comme ça. Chacun vous voit selon son imaginaire, son attente, son besoin. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas déstabilisé par le regard de l'autre. Quand vous ne cherchez plus dans votre propre regard. Mais il faut trouver cette élasticité. Et vous verrez, quand il n'y a plus le dynamisme de se chercher dans le regard de l'autre, vous verrez, il y a une tranquillité qui va venir. Parce que la pensée est uniquement là quand je me cherche, quand je me défends.
dans un moment d'humilité, d'écoute, il y a tranquillité, il n'y a pas de pensée. Pourquoi vous voulez penser? Quand votre enfant vous dit qu'il vous aime, parce que vous lui avez acheté un ballon, quand il dit qu'il vous déteste, parce que vous ne vouliez pas lui acheter un deuxième ballon, il n'y a rien à penser. Vous ne sentez pas un meilleur père, le premier exemple, que le deuxième. C'est normal que votre enfant vous voit comme ça. C'est normal quand vous quittez votre maîtresse pour aller voir votre femme, qu'elle vous voit d'une certaine manière. Et que votre femme vous voit autrement quand vous la quittez pour voir votre maîtresse. Il n'y a rien à défendre, à justifier. Il y a disponibilité. Du fait que vous n'allez plus vous approprier une qualification, vous allez également stimuler cette non-qualification dans votre environnement. Ça, c'est le civisme. Du fait que vous n'allez plus identifier votre fils à un gentil fils quand il vous aime, à un méchant fils quand il vous déteste, vous allez stimuler en lui le fait de ne pas créer de père et de ne pas se prendre pour un fils. Donc à petit s'ouvrir à une forme de liberté. Donc la non-qualification de l'environnement, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez faire à l'environnement. Éventuellement, ça l'amène à son propre questionnement. Donc le ressenti, la disponibilité, c'est l'acte civique par excellence. C'est le seul. Mais tant que j'attends quelque chose, tant que je demande quelque chose, tant que je veux être aimé par mon enfant, être respecté, être compris, alors là, j'impose. Je suis un dictateur avec mon environnement. Mon environnement n'a même pas le droit de penser ce qu'il veut de moi. Je lui interdis de penser que je suis un imbécile. Je lui interdis de penser que je suis comme ça ou comme ça. Donc je dois voir à quel point j'impose constamment à mon environnement mon imaginaire. Sans commentaire. L'environnement est parfait. C'est moi qui ai un problème. C'est le premier port de la clarté. Ensuite, je verrai que je n'ai pas de problème non plus. Mais tant que je pense que l'environnement doit me traiter autrement, ne doit pas faire ça, ne doit pas dire ça, ne doit pas être comme ça, j'ai aucune solution. Ma dictature intérieure est sans espoir. Je ne vois même pas le problème. Je pense encore que le problème, il est là-bas. Telle personne n'aurait pas dû faire ça, n'aurait pas dû me regarder comme ça, n'aurait pas dû me toucher comme ça, n'aurait pas dû m'aborder comme ça. Même pas penser ça de moi. Même la pensée de l'autrui, je veux la diriger. À un moment donné, on laisse les gens penser ce qu'ils pensent. Vous laissez les fourmis penser ce qu'elles pensent. Vous n'exigez pas qu'elles vous reconnaissent comme un homme merveilleux quand vous venez d'écraser la famille. Il faut comprendre la perspective. C'est ça le civisme. C'est d'arrêter d'empoisonner l'environnement avec notre prétention à être reconnu selon notre imaginaire. Dès que l'environnement nous voit autrement, c'est une agression. On n'aurait pas dû me traiter comme ça. On n'aurait pas dû me regarder comme ça. On n'aurait pas dit telle chose sur moi. On n'aurait même pas pensé à moi comme ça. Après, on s'étonne qu'il y ait des mouvements politiques fascistes. Le fascisme est uniquement là, il n'est pas ailleurs. C'est avec nous-mêmes qu'on a cette tendance dictatoriale. On doit le déceler. Par contre, on est comme dans une société de droit où les gens exigent le respect en disant « tu ne devrais pas te laisser parler comme ça, moi je me respecte, je ne me laisse pas parler comme ça ». Ils ont raison, ils ont raison. Tout ce que vous dit votre environnement a raison. Respectez la personne qui pense comme ça, elle en a besoin. Sinon, elle va à l'asile psychiatrique. Laissez-la s'imaginer le monde comme ça. Il faut respecter l'imaginaire de l'environnement.
ne faut jamais mettre en question l'environnement. Il n'y a pas assez d'asile psychiatrique. Celui qui croit à quelque chose en a besoin. Celui qui croit à quelconque croyance, il faut le respecter. Il y en a qui croient à l'amour, il y en a qui croient au mariage, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en la science, il y en a qui croient en rien. Toutes ces croyances sont à respecter. Elles évitent les encombrements dans les asiles psychiatriques. Uniquement, vous n'êtes pas obligé de vous approprier la croyance de votre voisin, mais vous le respectez. La non-croyance est discrète. Si vous êtes avec des musulmans, avec des chrétiens, avec des scientifiques, avec ceux que vous voulez, ce sera facile de vous adapter. Pourquoi? Parce que vous écoutez. Parce que vous comprenez que quelqu'un voit le monde de telle ou telle manière. Vous compreniez qu'une femme voit le monde comme une femme, un homme comme un homme, ceux qui se prennent pour ça. Vous comprenez qu'un communiste voit le monde comme ça, qu'un fasciste le voit comme ça, qu'un musulman le voit comme ça, qu'un riche le voit comme ça, qu'un pauvre le voit comme ça, que celui qui est malade, qui souffre, le voit comme ça, que celui qui est jeune, plein de force, le voit comme ça. Il ne peut pas le voir autrement. C'est facile de vivre avec l'imaginaire de l'autre. Quand vous l'écoutez, quand vous l'aimez, cet imaginaire, vous l'aimez, les gens en ont besoin. Il n'y a jamais à critiquer. Vous aimez celui qui se réjouit de son mariage, celui qui s'attriste de son divorce. Les gens en ont besoin. Tant que c'est leur expérience, un jour peut-être, ils n'ont plus besoin de ces limites. Mais il n'y a jamais à critiquer. Oui, et s'il vous envahit et qu'il vous blesse, qu'il vous frappe, vous l'accueillez, vous l'écoutez, vous vous laissez frapper? Psychologiquement ou physiquement? Physiquement. Ça dépend de la situation. Si c'est ma fille qui me frappe, effectivement, je peux recevoir jusqu'à un certain point. Si c'est mon chat qui me griffe, j'ai une autre limite. Chaque situation amène une limite différente. Si c'est quelqu'un d'inconnu dans la rue, il y a une limite différente. Mais ça dépend. Je ne vais pas répondre pareil à un boxeur, à un malheureux ivre. On répond en fonction de la situation. Ce n'est pas psychologique. Donc quand vous vous faites agresser psychologiquement? C'est impossible. Pas possible. Je suis inagressable psychologiquement. Vous pouvez me violer, peut-être j'aurai une difficulté pour m'asseoir. Je ne vais pas me sentir agressé. Vous pouvez me cracher dessus, je vais m'essuyer, je ne suis pas agressé par ça. Moi, si je me crache dessus, je ne m'agresse pas. Votre crachat n'est pas différent du mien. Peut-être je l'évite, ou non, selon ma capacité. Mais ce n'est pas une agression. Il faut vivre fonctionnellement. Les coups ne sont pas des agressions. Si vous le pensez, faites des sports de combat, vous verrez. Vous allez payer cher pour recevoir des coups tous les jours. Ce n'est pas une agression. Vous payez pour ça. Mais si vous refusez le coup, alors là, c'est une agression. Et ça va vous marquer toute votre vie. C'est pour ça que le sport de combat, c'est une très bonne approche de la vie. Parce que vous comprenez que les coups font pas mal. Que ce qui fait mal, c'est le refus des coups. Et un enfant qui se fait molester par ses parents? Oui. Et qui se fait maltraiter et diminuer? Bien sûr. Alors quoi? Quelle est la question? Comment est-ce qu'il peut se construire et être aussi accueillant avec les autres si déjà sa personnalité est complètement détruite? Mais l'enfant n'a pas de choix. Ici, il y a 10 personnes qui ont été violées quand ils étaient jeunes. Il y en a certains qui ne peuvent toujours pas vivre à cause de ça. Il y en a qui vont très bien. Ça dépend comment on va aborder la chose plus tard. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'aborder. Ma fille a été violée très jeune. Elle a eu la capacité de, pas tout de suite, petit à petit, de l'aborder. J'ai des amis qui ont été torturés. Ceux que je connais ont pu intégrer la chose. Je connais d'autres, moins intimement, qui ne l'ont pas intégré. Chacun a sa capacité. Il y en a qui peuvent vivre heureusement avec peu d'argent. Il y en a qui ont besoin de 2 voitures pour se sentir heureux. Ça, on ne peut pas créer la capacité chez quelqu'un. Il y en a qui ont besoin d'amour pour se sentir bien. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc ici, il ne s'agit pas de prétendre créer des capacités. Vous les avez ou non. Il y a des gens qui peuvent faire de la boxe, il y en a qui ne peuvent pas. Mais un enfant, dans tous les cas, moi j'ai beaucoup passé de temps avec les enfants abusés, et très durement,
Et on voit très bien qu'un enfant à un certain âge, il n'y a qu'une solution. Où l'enfant aura la capacité intellectuelle de mettre de côté son imaginaire. Et l'imaginaire, c'est l'idée qu'on n'aurait pas dû le violer. Pour faire face à la réalité, les coups, l'odeur, le mouvement, la répétition, les hurlements, c'est-à-dire l'expérience réelle, tactile. Quand on peut amener l'enfant, c'est une expérience directe que je vous parle, à revenir à la réalité, c'est-à-dire au coup, à laisser de côté l'imaginaire. L'imaginaire, c'est mon père n'aurait pas dû me violer. C'est imaginaire parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, mon père m'a violé. Je vis avec la réalité. Le ressenti du corps, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Mais ces enfants ne peuvent pas arriver. Il faut le respecter. Mais celui qui pense que son père n'aurait pas dû le violer, je dirais, aura une difficulté à vivre toute sa vie, qu'on respecte bien sûr. Celui qui va voir en un seul instant que le problème n'est pas le viol, le problème est son refus. Le père était ce qu'il était. Le père n'avait aucune autre possibilité que de faire ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que c'était agréable, ça ne veut pas dire que c'était justifié, ça ne veut pas dire que c'était bien, mais ça veut dire que c'était la réalité. À un moment donné, on vit avec la réalité. Si on vous arrache un œil, ce n'est pas agréable, il faut vivre avec un œil en moins. Si vous perdez une jambe, il faut vivre avec une jambe en moins. Vous avez le choix, être malheureux parce qu'il manque une jambe, ou vivre avec la réalité. Moi, j'ai travaillé avec des gens, il manque beaucoup de choses. Et je vais vous promettre qu'on peut être heureux avec beaucoup de choses en moins dans le corps. Mais on ne peut jamais être heureux avec l'idée, il me manque quelque chose. Ça, c'est une idée. Il faut vivre avec la réalité. C'est la seule manière. Sinon, il y aura constamment amertume. Donc il ne s'agit pas d'accepter, ici on ne parle pas d'accepter, mais de ressentir. Le traumatisme, c'est un ressenti. Il n'est pas dans le passé, il est présent. Les coups que vous avez reçus, ils sont maintenant dans votre corps. Ce n'est pas il y a 20 ans. Et c'est maintenant qu'ils peuvent se libérer dans le ressenti, jamais dans le commentaire. Vous pouvez être extrêmement brillant, comprendre que votre père vous a violé, ça ne sert à rien. La douleur reste. Mais dans le ressenti, il y a une libération possible. Mais je dirais ce cas-là, il faut le... On ne peut pas en parler dans l'abstrait, il faut une expérience directe. Chaque personne doit être abordée différemment. On ne peut pas dire quoi faire à quelqu'un qui a été abusé. Je ne peux pas vous dire non plus comment donner un coup de poing. Ça dépend d'une situation très précise donnée. Mais un thérapeute saura trouver l'écoute pour amener le patient au maximum de sa capacité de ressenti. Il ne s'agit pas d'imposer une libération. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, j'ai des amis qui ont été torturés. Ils ne pourront jamais l'accepter. Mais on peut les amener jusqu'à un certain point de confort. Il y en a... J'ai un ami, j'en parle souvent parce que c'est un exemple marquant, qui a été torturé longtemps au Liban et qui a laissé la torture au Liban. Il boite, il est sourd, il lui manque quelques petites possibilités, mais il ne se sent pas torturé. La vie est belle pour lui, parce qu'il a quitté l'imaginaire. Il vit avec la réalité qui est l'état du corps. Le corps sait survivre. Quand c'est trop pour le corps meurt. Tout est bien fait. Donc ici, on parle de vivre avec la réalité, pas avec l'imaginaire. Mais l'enfant n'a aucune autre possibilité que de créer l'imaginaire, bien sûr. Mais il n'y a pas d'enfant ici, sinon on parlerait autrement. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, mais est-ce que ce serait... est-ce que je peux vous demander comment vous en êtes arrivé à voir ainsi le monde? En voyant très clairement combien la seule situation qui pouvait me faire souffrir était mon arrogance, était ma prétention que les choses devraient être différentes.
et que rien d'autre pouvait me faire souffrir que ça. C'est la seule chose à se rendre compte. Se rendre compte en un seul instant qu'il n'y a que moi qui peux me faire souffrir. Mon imaginaire. Quoi d'autre? Et on se rend compte dans des moments concrets, très... que ce soit expérimental. Ça ne peut pas venir intellectuellement. Je ne vais pas rentrer dans les choses personnelles parce que c'est qu'on a transposé, mais vous avez posé cette question, je réponds et après on ira plus sur ce domaine-là. Bon, la dernière fois, j'ai revu, parce que c'est toujours neuf, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a aucun acquis, la vie est toujours neuve, il n'y a pas de sécurité dans la vie. Dans l'instant, la peur peut venir, la jalousie peut venir, la folie peut venir, tout est bienvenu. Mais je n'ai pas peur d'avoir peur. La dernière fois, j'ai eu cette évidence, c'était il y a, j'oublie, une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil en France, de la mère de ma fille, pour me dire, voilà, ta fille est à l'hôpital, les médecins disent qu'elle va être morte dans quelques heures. J'ai écouté le coup de fil. J'ai dit, bon, ben, j'arrive. Elle m'a dit, c'est pas la peine, on te dit qu'elle va être morte. J'ai écouté, j'ai dit, oui, mais j'arrive quand même. J'étais en France, ma fille était au Nouveau-Mexique. J'ai pas eu le temps de penser, parce que c'était 2 heures du matin. Il fallait que, entre 2 heures du matin et 7 heures du matin, j'arrive à Paris. Il n'y a pas d'avion dans la petite ville où j'habite. Pour prendre un vol pour aller à Dallas, ensuite au Nouveau-Mexique. Des vols qui étaient pleins, donc la soirée a été occupée à gérer la possibilité de... Et j'ai pu avoir une voiture, un ami qui m'a amené à l'aéroport, pris un vol pour Paris, pris un vol pour Dallas, et je me suis trouvé assis dans le vol pour Dallas. J'avais plus rien à faire. Donc, à ce moment-là, j'ai pensé. Et j'ai eu un instant la vision de ma fille, que j'allais plus voir, et il est devenu une émotion, une pensée mondaine, que j'aurais dû ceci ou cela, un instant. Tristesse est venue, une larme est venue. À ce moment-là, il y a une explosion qui s'est faite dans mon cerveau. Et comme quand on voit les hommes, les hommes d'armes du Moyen-Âge, il y avait sur les chevaliers une espèce de visière qu'on pouvait relever. Et de la même manière dont ces hommes avaient cette visière qu'on pouvait relever, mettre sur la tête, certains, j'ai senti comme un mouvement du cerveau qui glissait vers l'arrière, et une phrase m'est venue en même temps, qui était en anglais, que j'avais jamais lu, qui était « step back », mais qui a explosé dans mon cerveau, et je me suis trouvé dans un instant, dans un espace vide, dans lequel je voyais combien tout était clair, que la seule chose qui pouvait me faire souffrir, c'était mon imaginaire. Mon imaginaire était que ma fille peut-être aurait dû vivre plus. Qui j'étais pour savoir ce qui était mieux pour ma fille, de vivre ou mourir? Comment est-ce que je pouvais savoir une quelconque chose? Et mon imaginaire était qu'encombrement. Ma fille n'avait pas besoin de quelqu'un qui soit triste, vivante ou morte. Et il y avait une clarté où tout était net, clair. J'étais complètement tranquille. Au bout d'une demi-heure, des pensées sont venues, et j'ai pensé à ma fille. Une tristesse est venue, peut-être ceci, cela. Et de nouveau, il y a eu cette explosion dans le cerveau. Ça s'est fait 7-8 fois avant Dallas. Quand je suis arrivé à Dallas, un policier m'a demandé pourquoi je venais. Et je viens parce que ma fille est en train de mourir. Il m'a regardé, c'était étrange pour lui, la manière dont je lui ai dit ça. Parce que vraiment, quand je suis arrivé à Dallas, que ma fille vive ou meure, c'était vraiment la même chose. Et pas la même chose comme une chose superficielle, mais c'était la même chose comme intensité. Parce que j'avais vu que, d'abord, je ne pouvais rien savoir. Et ce n'était pas parce que ma fille n'allait pas mourir qu'il n'y avait pas le même jour des milliers d'enfants qui allaient mourir. Donc il n'était pas question d'être heureux qu'elle ne meure pas. Il fallait continuer la vie, le travail. Et je ne pouvais pas un instant être triste si elle mourait et me dire, mais à ce moment-là, si un ami me demande de l'aide, je vais lui dire, mais je ne peux pas t'aider parce que je suis triste.
parce que ma fille est morte, et j'allais empoisonner le monde par mon manque de disponibilité à cause d'une émotion. Ça, c'était pas possible, c'était immoral. Et si elle vivait, ça n'empêchait pas que d'autres enfants allaient mourir. Donc il y avait une totale neutralité. Et je suis arrivé à Santa Fe, prêt pour qu'elle meure, prêt pour qu'elle vive. À ce moment-là, ça a permis une rencontre profonde, une rencontre où ma fille a pu jusqu'à un certain point comprendre cette vision, que ensuite on a souligné à différents moments. Donc ça se comprend dans des moments cruciaux. On peut pas. C'est comme la peur, on ne peut pas dire on n'a pas peur. C'est dans la situation qu'on voit. Mais à un moment donné, on n'a pas besoin de ne pas avoir peur. La peur, c'est une de nos possibilités. La tristesse aussi. Donc je ne peux pas dire je vais jamais pu être triste. Ça ne veut rien dire. Mais on peut être ouvert à la tristesse. C'est beau la tristesse. C'est pour ça qu'on va au théâtre, qu'on voit des pièces tristes. L'émotion est belle. Ce qui rend la vie misérable, c'est le savoir. C'est savoir ce qui est juste ou faux, savoir qui doit vivre ou non. Moi, je ne sais pas quand ma fille doit mourir. Je ne sais pas si elle ne va pas mourir à 10 ans, maintenant elle en a 22. Je ne sais pas si elle va mourir cette année, si c'est mieux qu'elle meure à 85 ans. Je ne sais pas ce qui est mieux. Il y en a qui le savent, moi je ne sais pas ce qui est mieux. Je ne sais pas si c'est mieux qu'elle épouse un drug dealer, qui la violente, qui la maltraite, et qu'à cause de ça, elle découvre une immense maturité, ou qu'elle épouse un banquier stupide qui la remplisse d'argent et qu'elle ait une vie bourgeoise. Qu'est-ce qui est mieux pour elle? Qu'est-ce qui va faire que son lit de mort, elle sera présente? Je ne sais pas. Donc je ne peux pas m'inquiéter. Donc je ne peux pas préférer. Je suis disponible pour elle, mais je n'ai pas de préférence. Je ne préfère pas qu'elle rencontre un homme gentil plutôt qu'un homme méchant. Je ne sais pas ce qui est mieux pour elle. Je ne sais pas ce qui est mieux pour personne. Je ne sais pas ce qui est mieux pour moi. Donc il ne veut plus y avoir de peur de quelque chose, de refus de quelque chose. Comment je peux savoir ce que va m'amener la vie? C'est peut-être d'être aveugle, d'avoir un cancer, d'avoir un accident. Il n'y a rien à chercher. Mais il n'y a pas à avoir peur. Ce qui est là est là. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est ce qui est là. Mais l'imaginaire, d'avoir besoin de ça, et de surtout pas vouloir vivre ça, ça c'est une chose qui quitte. Mais il faut que ça quitte dans les situations opérationnelles. C'est pour ça que, comme on répondait à cette dame, les sports violents, les situations de violence sont des moments, il n'y a rien qui est favorable. Mais poétiquement, je dirais favorable. Il vaut mieux faire de la boxe que du golf pour se comprendre soi-même. Bien sûr, c'est faux. Dans la présence du golf, on peut trouver la même liberté. Mais c'est plus facile par la boxe. Donc, il est très important de se rendre compte dans la vie que les coups sont des coups. Voilà. Ça s'arrête là. Et qu'il n'y a pas à avoir de souffrance psychologique parce qu'on reçoit des coups. C'est très important de se rendre compte. Il n'y a pas à avoir peur d'un coup ou d'une gifle. Un coup est un coup. Tant de gens ont peur des coups, psychologiques ou autres. Il faut exposer le corps à la vie, à la violence, à l'incertitude, à la maladie. La vie nous l'amène de toute manière. Il faut explorer. Mais quand vous dites que vous ne pouvez pas être agressé psychologiquement, il y a une nouvelle loi au Québec qui interdit le harcèlement psychologique au travail, dans le sens d'un harcèlement répété tous les jours pendant des années, où vous arrivez au travail, puis on vous dit que vous êtes un imbécile, puis on ne bon à rien. Et puis, il y a une loi qui interdit ça. Donc, on a mis des lois pour protéger la psychologie des gens, autrement dit. Je ne suis pas un juriste. Je n'ai pas d'opinion sur les lois. Je respecte les lois jusqu'à un certain point, dans la plupart des pays que je visite. Je peux en trouver certaines particulièrement idiotes.
Mais des fois, elles sont utiles. Et effectivement, un imbécile, un pas, se fait traiter d'imbécile. Mais quand quelqu'un ne se prend pas pour un imbécile, que quelqu'un le traite d'imbécile, ça ne le gêne pas. Et que Répétition tous les jours. Ce qui gêne, c'est l'idée de ne pas être un imbécile. Si j'ai l'idée que je ne suis pas un imbécile, si tous les jours on me dit que je suis un imbécile, je vais être déstabilisé. Mais si je ne sais rien, si je sais que celui qui me traite d'imbécile, il y a deux solutions. Ou il a raison. Il est plus intelligent que moi, donc pour lui, je suis un imbécile, et donc on est d'accord. C'est la réalité. Ou il a tort, et il n'a pas l'intelligence de voir certaines choses. Il y est pour rien. Il n'est pas responsable de sa capacité génétique de ses parents. Donc, quand quelqu'un vous traite d'imbécile, dans tous les cas, la personne a raison de son point de vue. Pourquoi vous voulez en souffrir? C'est comme si quelqu'un vous dit que vous êtes intelligent, ou c'est lui l'imbécile, parce qu'il ne se rend pas compte que vous êtes un imbécile, et comme il est plus bête que vous, il vous croit intelligent, et vous n'avez pas à vous sentir grandi qu'un imbécile vous trouve intelligent. Et celui qui vous trouve intelligent est automatiquement un imbécile. Parce que s'il était plus intelligent que vous, il vous trouverait un imbécile pas intelligent. Donc le commentaire de l'environnement est toujours juste, respectable, mais à un moment donné, moi c'est vrai, je ne vois pas besoin de loi pour qu'on ne me dise pas que je suis un imbécile. Mais la plupart des gens s'imaginant certaines choses, bien sûr il faut des lois pour protéger cet imaginaire, et la société a besoin de lois. Ici, on ne se place pas comme un juriste. On peut dire des choses qui ne correspondent pas à l'activité policière de la société. Moi, j'ai une grande affection, j'ai un grand respect pour la police. Mais ici, je ne me place pas comme policier. Si quelqu'un vient me voir ici et me dit, voilà, je fais du trafic de drogue, je suis un serial killer, qu'est-ce que je fais? Je vais l'écouter, je ne vais pas l'arrêter. Mais c'est justifié pour un policier de l'arrêter. Si dans notre vie, je suis policier, j'arrêterai les gens. Le policier ne peut pas être un thérapeute à la fois. Donc, il n'y a aucune critique des autres branches de la société. Il faut des juristes, il faut des policiers, il faut des drug dealers. Tout ça apporte à la société. Donc, il n'y a pas ici de critiques, de jugement. Le jugement a sa place à certains moments. Il faut des juges qui jugent uniquement, à un moment donné, on ne se sent pas jugé. C'est-à-dire que si vous prenez une voiture, peut-être vous allez écraser quelqu'un. Si vous écrasez quelqu'un, peut-être vous allez être jugé. Il faudra subir le jugement, c'est tout à fait normal, légalement. Mais à un moment donné, vous ne serez pas miné. C'est-à-dire que quand vous serez en prison, après avoir écrasé ce charmant petit enfant, vous pourrez aider l'environnement de la prison à mieux fonctionner, au lieu d'être miné toute votre vie parce que vous avez écrasé un enfant. Vous avez écrasé un enfant, c'est la réalité. Est-ce que j'ai besoin, à cause de ça, de ne pas aider mon environnement dans la prison? Non. Ça, c'est de la vanité. J'écrase l'enfant, je paye la peine juridique d'être en prison, mais dans la prison, je suis disponible à aider ceux qui sont là, à aider ceux qui en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de ma peine, ils n'ont pas besoin de mon remords, ils n'ont pas besoin de mes excuses, ils ont besoin de mon écoute. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir de la peine, je n'ai pas le droit d'avoir du remords, parce que j'ai besoin d'écouter ce qui est là. Le respect envers l'environnement, c'est l'écoute. Écoute veut dire ne pas avoir d'émotions psychologiques. Donc, on paie les conséquences de nos actes, juridiquement, mais à un moment donné, vous n'êtes pas miné par vos actes, parce que c'est la réalité. La situation se finit quand elle se finit. Les conséquences extérieures sont ce qu'elles sont. Vous avez écrasé des tas d'animaux dans votre vie. Vous n'allez pas en souffrir, c'est la vie. La survie de votre corps nécessite que vous écrasez constamment des fourmis, des mouches noires, des moustiques. C'est la vie. Alors vous êtes triste constamment d'écraser des mouches noires, parce que c'est pas parce qu'elles ne sont pas comme des baleines qu'elles ne méritent pas le respect, ou vous vous rendez compte que quand vous avez écrasé une mouche noire, ça ne sert à rien à la mouche noire écrasée que vous ayez la moindre remords ou la moindre tristesse, et vous êtes disponible à l'environnement. Donc ils vont vivre fonctionnellement. Mais les lois, je respecte les lois, elles ont leur place dans notre société non équilibrée. Ici on parle de trouver un équilibre qui ne se réfère pas aux lois de la société, mais qui, si
s'y insinue très bien. Alors, je peux être très confortable dans une société islamique, avec la charia, dans une société fasciste ou communiste, il n'y a pas de problème. Je comprends pourquoi des gens voient le monde comme ça, pourquoi ils ont besoin de... Pourquoi les Américains voient le monde comme ils le voient. Je comprends, je respecte. Pourquoi un Indien ou un Pakistanais voit le monde comme il le voit. Je comprends, je respecte. La vie est facile. Dans la situation, on agit d'une manière ou d'une autre. Mais je n'ai pas besoin d'idéologie pour ça. Mais l'idéologie, c'est la situation de l'instant. Mais je comprends celui qui est né dans telle ou telle région du monde se sent porté par une idéologie et l'accomplisse. Je le respecte. Mais tant qu'il ne se libère pas de son idéologie, il y aura confusion. Mais la non-confusion n'empêche pas de remplir son devoir s'il faut agir. Si un chien attaque votre fille dans la rue, ce n'est pas parce que vous ne créez pas un méchant chien que vous n'allez pas briser le nez du chien. Mais vous n'aurez pas de haine envers le chien. Vous n'allez pas généraliser sur les chiens. Et vous ferez le minimum de dégâts sur le chien. Eric, je voudrais revenir sur ce que tu disais un peu avant cette question-là. Quand tu parlais de ta fille, moi, je trouve qu'une des difficultés, pour moi, c'est quand je t'écoutais tout à l'heure, et on vit tous les mêmes difficultés quand il s'agit du détachement. Moi, je t'écoutais et je me disais, dans l'observation qu'on fait dans l'instant de notre vie, chaque jour qu'il nous arrive des choses, des événements qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas prévu, qu'on ne choisit pas, ou peu importe. Et je pense que dans la démarche qu'on fait, il y a quelque part où le détachement devient, presque un défi, comme, je ne sais pas si tu comprends, comme, tu penses que, bon, là, telle situation s'est passée, bon, tu penses que tu as réussi, ouais, il faut qu'il vive sa vie, tu observes ça en disant non, je ne vais pas intervenir, c'est son choix, et patati patata, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va vivre, comme dans ton cas, moi peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il va rester. Et tout à coup, quand moi je pense que ça va, maintenant c'est correct, je suis capable de me détacher de cette situation-là, ça se fait normalement. Oh, puis il arrive une situation pour la même personne encore. Bien sûr. Il n'y a pas à penser. La pensée ne peut rien faire. On ne pense pas, ça arrive. On n'a pas besoin de penser. Alors, clairement, quand il y a une vision, oui, la pensée est brûlée à jamais. C'est fini. Il ne s'agit pas de penser que c'est pareil, ceci ou cela. Il s'agit de le voir. C'est ça. C'est d'observer ça. Non, c'est pas observable. C'est vraiment comme une claque qu'on reçoit. C'est pas observer avec le mental, c'est vivre les émotions. Si c'est clair, ça brûle les choses. Je ne veux pas dire que ça ne peut pas revenir sur un instant, bien sûr. Mais ça, à ce moment-là, la pensée dépense très peu d'énergie. Il y a un instant, une émotion qui peut venir. Si demain on me dit, voilà, finalement, ta fille se fait écraser, c'est tout à fait possible qu'il y ait un instant d'émotion. Mais c'est dans l'émotion. C'est un instant. Non, mais c'est pas dans l'émotion que tu as vu. C'est dans l'émotion, quand l'émotion monte, qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe? On voit à ce moment-là si on est libre ou non. Oui. L'émotion monte et meurt. Okay. Ça peut toujours revenir, mais ça brûle plus d'énergie. C'est-à-dire ça va pas... La vie est ce qu'elle est. Il faut faire face à la vie. Petit à petit, on perd tous nos amis, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, on n'a plus le temps d'être triste. On n'a plus le temps d'être triste avec des gens qui vivent ou qui meurent. Il faut être là pour écouter l'environnement, pour aider l'environnement. Je ne peux pas dire, ah, mais je ne peux pas t'écouter parce que ma fille est morte, je suis trop triste. Je ne peux pas être présent parce qu'il y a un tsunami là-bas, alors je ne peux pas t'écouter, je suis trop triste. Être triste, c'est un manque de civisme. À un moment donné, on se libère de cet élément-là.
Mais quand tu dis accepter l'environnement, ou regarder l'environnement, vivre l'instant présent, c'est accepter aussi, tu ne penses pas, le détachement dans tout ce qu'on vit dans l'environnement, dans tout ce qui t'arrive dans l'environnement. Peu importe la situation. J'ai donné ça comme exemple, mais moi, pour moi, là, dans n'importe quelle situation. Disons, par exemple, si, il y a 20 ans, j'aurais acheté une œuvre d'art parce que sur cette émotion-là qui s'est passée à ce moment-là, je me sentais en relation avec ça et je l'ai pris. Pour aujourd'hui me dire, bon, ben là, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, à quoi ça servait à ce moment-là. Il faut que je rejoins à ce moment-là. Ah oui, je me souviens maintenant. Et il y a eu un attachement que je n'ai pas même perçu durant tout ce temps-là. Parce que la pensée, elle ne va pas nécessairement s'installer seulement dans l'objet. Elle continue de circuler. Quelle est la question? Mais c'est ça. Est-ce que le détachement, comment je te dirais ça? Peu importe dans l'environnement et la situation qui fait que chaque émotion peut être vécue et transcender cette émotion. Il n'y a pas à se détacher. C'est les objets qui se détachent de vous. Vous ne vous détachez pas de votre poupée. Uniquement la poupée ne vous stimule plus. Puis vous ne détachez pas d'aller danser en boîte de nuit. Uniquement ça ne vous stimule plus. Et puis vous ne détachez pas. Petit à petit, il y a des choses qui étaient indispensables à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, qui à un moment donné vous paraissent totalement vides de stimulation. Donc c'est les situations qui se détachent de vous. Il n'y a jamais à se détacher. Tant que vous aimez quelque chose, il faut participer à cette chose. Mais un jour, vous n'avez plus besoin d'acheter ce que vous voyez. Ça n'empêche pas d'acheter une œuvre d'art. Il faut bien subventionner les artistes, il faut bien, etc. Mais vous le faites librement. Vous avez de l'argent. Vous n'êtes pas plus attaché à l'argent dans le porte-monnaie qu'à l'argent compris de l'œuvre d'art. Alors, je n'ai pas besoin de garder l'argent qui est dans le porte-monnaie. Je n'ai pas besoin d'acheter l'œuvre d'art. La vie fait que des fois vous gardez l'argent dans le porte-monnaie, des fois vous achetez l'œuvre d'art. C'est la même chose, acheter ou pas acheter, c'est la même chose. Il n'y a pas de motivation. C'est ça qui est difficile à comprendre du point de vue psychologique. On a l'impression quand il n'y a pas de motivation qu'on ne peut rien faire. C'est le contraire. C'est la motivation qui empêche l'action. Parce que la motivation est misérable, elle est mièvre, elle est complètement caricaturale, elle est répétitive, elle est convulsive, elle est pathologique et elle est extrêmement limitée. La motivation, je veux ça. Je veux uniquement tel type de corps, je veux uniquement tel type de voiture, je veux uniquement tel type de tapis, je veux uniquement tel type de chien, je veux uniquement... C'est misérable. Il faut tout vouloir. Alors une motivation multidimensionnelle. Là, il y a équilibre. Selon l'instant, selon la situation, fonctionnellement, tel ou tel événement s'accomplit. Pas parce que j'en ai besoin, pas parce que c'est utile, mais parce que c'est inévitable. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous partez en voyage avec. Ça n'apporte rien. Si vous demandez pourquoi tu fais ça, mais je fais ça pour rien. C'est ça la vie. Vous pouvez épouser quelqu'un, vous pouvez dire aussi, vous le faites profondément pour rien. C'est ça l'essence de l'acte, la beauté d'un acte. Quand vous faites un cadeau, vous le faites pour rien. Vous le faites librement. Un acte doit être fait librement, c'est-à-dire sans rien d'autre que la joie d'offrir. La vie, c'est d'offrir. Donc, vous achetez l'œuvre d'art ou vous ne l'achetez pas. Mais il n'y a jamais de motivation. C'est très important de mourir à la motivation. Je n'ai pas besoin d'une motivation pour coucher avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'une justification. La chose se fait naturellement. Ou pour m'installer au Chili, ou pour prendre la boxe. Les choses se font naturellement. Il y a un écho. L'écho de ce qui est inévitable. Donc on suit ce qui est inévitable. Pas ce qui est mieux, parce qu'il n'y a rien de mieux. Parce qu'il n'y a personne pour qui ça pourrait être mieux. Mieux pour qui? Mieux pour un fantasme. Il n'y a pas de moi. C'est mieux pour moi, c'est moins bien pour moi. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une référence, c'est une misère. La situation est faite naturellement. C'est ça la créativité. C'est ça l'art de vivre dans le sens profond. C'est trouver une action créative. Pas parce que c'est mieux. On n'a rien à faire que ce soit mieux.
C'est ce que c'est. Ça ne se demande aucune justification. Personne ne peut le comprendre, surtout pas moi. Ça n'a pas besoin de compréhension. Quand vous embrassez quelqu'un, il n'y a rien à comprendre. Chacun va projeter son imaginaire dessus. Il y en a qui vont vous trouver chaleureux, il y en a qui vont être jaloux, il y en a qui vont trouver ça dégoûtant, il y en a qui vont trouver chacun à sa manière. Mais il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est ça le geste profond. C'est un geste vide. Quand vous touchez la nuque de votre chien, sans rien, là il y a vraiment un geste sacré. Parce que vous ne voulez rien. C'est au-delà de toute interprétation analytique. C'est au-delà de toute compréhension métaphysique. C'est la pure vie. Il n'y a pas d'acteur. C'est ça qu'il faut retrouver. Donc là, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de direction. Et c'est ça qui brûle notre mémoire affective. C'est ça qui brûle notre traumatisme. Ce n'est pas quand le traumatisme s'élimine que l'action peut être créative. C'est l'action créative qui brûle le traumatisme. C'est dommage des psychologues et des choses à l'envers. L'action peut être libre quand on ne se l'approprie pas. Même dans un organisme encombré, il y a une action libre. Mais généralement, après, on s'approprie l'action, donc on la justifie, on la codifie. Mais l'action est toujours libre parce qu'il n'y a pas d'acteur. Il n'y a jamais eu d'acteur. Il n'y a qu'action. Quand je commence à pressentir qu'il n'y a jamais eu d'acteur, il n'y a qu'action, cette vision me libère des traumatismes accumulés depuis ma naissance. C'est cette vision qui libère. Mais vouloir se libérer des traumatismes pour vivre fonctionnellement, c'est un manque de clarté. C'est le contraire. L'action précède la clarté. L'action, c'est la vie. Je respecte si on voit les choses totalement à l'opposé. En tout cas... Quand tu dis l'action précède la clarté, explique-toi. Il n'y a personne qui agit. C'est ça l'action. La non-appropriation précède toute compréhension. La clarté est le reflet conceptuel de cette non-action. Ça devient non-action. Comme il n'y a pas d'acteur. Alors quelle rôle joue l'action à ce moment-là quand il n'y a pas d'acteur? Il n'y a qu'action. Mais les faits, on ne la revendique pas, c'est une non-action. C'est-à-dire, ce n'est pas une action séparée de l'environnement. Ce n'est pas une action qui agit sur l'environnement, c'est l'environnement. Est-ce que tu parles de l'action émotive à ce moment-là? Ou le sentiment émotif dans l'action? Dans le détachement ou dans l'observation? Tu as un sentiment dans l'action? Le sentiment, c'est ça. Donc il n'y a pas personne pour faire l'action. Donc c'est purement dans le ressenti. Le sentiment émotif n'existe pas dans l'action. C'est une maladie. Mais ça s'élimine. Au plus on se rend compte qu'il n'y a pas d'acteur, au plus l'émotivité, le sentiment s'élimine. Ça empêche de vivre. C'est un poison. La créativité va éliminer ces formes de poison. Vouloir être reconnu, vouloir être écouté, vouloir être compris, vouloir... C'est des poisons. Ça s'immisce complètement dans le psychisme. Parce que quand tu dis poison dans le psychisme, tu veux dire que tout revient quand tu es pris dans un jeu. Tous les sentiments négatifs rebondissent à la surface, c'est ça? Finalement, ça ne veut rien dire. C'est une image, sur l'instant, l'image se résorbe, mais on ne peut pas le comprendre. Ça ne t'appartient pas, mais c'est dans l'instant.
Mais vous avez dit, Eric, que l'action sans acteur, c'est une action qui libère le non-agissant. Enfin, la personne en question, là. Ça libère du quoi? De la prétention à agir. L'action précède la décision d'agir. Même aux États-Unis, ils ont découvert ça dans le laboratoire, que la décision de lever le bras est ultérieure au fait de lever le bras. Le bras a commencé à bouger quelques milliardièmes de millimètres avant que la pensée de lever le bras arrive. L'action précède toujours la conceptualisation. Mais uniquement quand je me prends pour Napoléon, dès que le bras bouge, je décide de lever le bras. C'est comme le clown qui se fait applaudir pour l'accomplissement de la danseuse. C'est après. Il n'y a jamais eu d'acteur, il n'y a qu'action. Mais le problème de ces expériences scientifiques, c'est que l'expérience est profonde, et très profonde. Mais les scientifiques n'ont pas nos concepts linéaires, sont trop caducs, sont trop mièvres pour rendre compte de ce niveau d'expérience. Donc on en arrive, il faudrait demander à Jean d'expliquer ça beaucoup mieux que moi, qu'il y ait des expériences qui soient plus profondes que ce qu'on peut penser. Donc, on ne peut même pas comprendre l'expérience, on peut pressentir combien l'expérience va au-delà de ce qu'on peut penser, c'est-à-dire de ce qui est linéaire, de cause à effet, mais on n'a pas de concept, en tout cas en langue tardive, pour symboliser cette expérience. Donc aux États-Unis, quand cette expérience a eu lieu, on peut dire simplement, on n'arrive pas à comprendre cette expérience. Et pourtant, elle est documentée. Donc ici, on ne s'occupe pas de ces choses-là parce que la science découvrira le contraire dans 10 ans, etc. Et c'est son rôle. Mais l'action libre est la vie. La vie précède la pensée. La pensée, c'est une caricature de la vie. Donc quand je décide d'agir, je suis très très à la traîne de l'action. L'action, c'est la vie. Au plus je ne vais pas comprendre ce que je ne peux pas comprendre. La pensée ne peut pas comprendre. Mais au plus je vais laisser cette non-compréhension s'étaler en moi, c'est-à-dire cet espace dans lequel je pressens quelque chose, je m'en approche, mais je dois m'arrêter avant, parce que sinon je vais comprendre. Et quand je comprends, je détruis. Quand je comprends, ma pensée relimite cette expérience qui était au-delà des schémas classiques de compréhension. Donc je dois avoir l'humilité de vivre cette non-compréhension, cette ouverture à quelque chose que je ne vais jamais laisser devenir compréhension, parce qu'à ce moment-là, je vais le caricaturer. C'est comme quand vous regardez dans les yeux votre chien, vous lui dites « je t'aime ». À ce moment-là, il y a une forme de vulgarité qui apparaît dans la vie. Ça peut avoir sa valeur poétique, surtout avec certaines races. Mais c'est une caricature. Quand on dit « je t'aime », on a quitté l'émotion. L'émotion est tellement forte, on n'a pas la place, on n'a pas la voix pour dire « je t'aime ». Quand vous dites « je t'aime », c'est qu'on a récupéré déjà des capacités qui ne sont plus dans l'expérience pure de l'amour. Là, c'est la même chose. Quand vous voyez la lune, vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas dire « c'est beau ». Quand vous dites « c'est beau », vous avez quitté cette totale expérience. Alors bien sûr, il faut transposer. Parce qu'on pourrait... Heidegger a un peu joué avec ça. Il est arrivé à un espace finalement non meublé, mais c'est devenu un meuble. C'est devenu un meuble très encombrant, beaucoup plus attirant, beaucoup plus encombrant que tous les meubles qu'il avait éliminés. Donc la non-pensée ne doit pas devenir une pensée. Donc on vit cet espace sans le laisser devenir figé.
Ça reste élastique. Donc, je dois trouver une manière de vivre élastique dans laquelle je ne concrétise pas la compréhension. Je reste toujours en deçà de la compréhension. C'est vraiment le sens profond de la démarche. J'ai constamment besoin de me sécuriser, de dire voilà, ça c'est à moi, c'est ma femme, ça c'est mon chien, c'est mon genou, c'est ma maîtresse, c'est mon pays, c'est mon compte en banque, c'est ma chambre. C'est comme ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Je suis constamment en train de caricaturer la vie. Je vois ça en moi sans commentaire. Et de nouveau, un espace se libère où je peux regarder, comme je regarde une mouette qui vole, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, sans rien dire. Et c'est pour ça que 2 minutes après, quand je reviens à moi-même, il y a une très grande détente qui est là. La détente, ce n'est pas la mouette qui me l'a donnée. La détente, c'est de la regarder sans rien faire à la mouette. Du fait, les mouettes, ça ne mord pas, c'est pas méchant, ça ne fait pas caca. Du fait, les mouettes, ça ne fait pas de bruit. Du fait, les mouettes, j'en ai vraiment rien à faire. Je peux regarder la mouette librement. Libre de toute attente, de toute peur, de toute référence. Et quand je regarde 2 minutes une mouette sans référence, il y a détente, il y a disponibilité. C'est pour ça que les gens aiment regarder souvent la nature ou les animaux, c'est dans ce sens-là. Mais il n'y a que des mouettes. Donc, quoi que ce soit qui se présente, je peux le regarder comme une mouette. C'est-à-dire sans rien en faire. Je n'ai pas besoin de dire à cette femme assise là, c'est ma femme. Je n'ai pas besoin de me dire, c'est ma maîtresse, ou c'est pas ma maîtresse, ou c'est pas encore ma maîtresse, c'est plus ma maîtresse. J'ai besoin de rien dire. Et laisser émerger la vie. Je n'ai pas besoin de sécurité. Je n'ai pas besoin de savoir. Et c'est là, la créativité de la vie va se faire. Est-ce que je peux, à l'instant, ne rien fabriquer dans une situation? Est-ce que je peux être assis sur un mur et notre être humain vient s'asseoir à côté et je fais rien mentalement? Physiquement, tout est possible. On peut parler, ne pas parler, regarder, ne pas regarder. Ça, c'est la surface. Toucher, ne pas toucher. Mais psychologiquement, ne rien faire. C'est ne rien ajouter à la réalité. C'est ça profondément la démarche dont on parle ici. Et du fait que je n'ajoute rien, il y a disponibilité pour toutes les opportunités. Je dois être disponible. C'est pour ça que les arts martiaux dont on parlait, qui ne vous concernent pas vraiment, ont une valeur d'approfondissement de la vie, parce qu'on est obligé d'être disponible. Vous ne savez pas d'où ça peut venir. On vous apprend à écouter, devant, derrière, à droite, à gauche, à écouter. Être complètement présent. Mais un musicien a cette même expérience, un peintre aussi. Quand il se rend disponible à l'art, avant de jouer, le musicien est partout. C'est la même chose. Dans un article sur la mort, vous dites que, un peu dans le sens que vous parlez de votre fille, qu'on ne doit pas être triste à la mort d'un être cher, que nos vrais amis vont se réjouir quand on va mourir. Mais quand la douleur monte, parce que c'est souvent inacceptable ou intolérable, la douleur peut-être d'un être cher, et ça me rappelait une histoire d'un maître zen qui pleurait amèrement la mort de son fils. Son disciple lui disait, mais pourtant, maître, vous nous répétez sans cesse que la mort est une illusion. Alors pourquoi vous pleurez la mort de votre fils? Puis, le maître, ce à quoi il répondit, c'est vrai que la mort est une illusion, mais la mort de mon fils est une super illusion. Alors quand la douleur monte au décès d'un être cher ou à la perte d'un ami, pourquoi, si on la laisse monter, on vit aussi l'instant présent à ce moment-là. On est triste, on est dévasté. Même si on ne sert pas l'environnement pour un temps, on peut laisser quand même monter cette chose-là qui est là. Et pourquoi vous voulez avoir une attitude? Pourquoi vous voulez savoir quoi faire?
Ouais, c'est souvent involontaire. C'est pas, on ne la recherche pas, cette dévastation-là. Ce qui est là. Soyez disponible à la dévastation ou à autre chose. Mais visiblement, ce n'est pas la peine de faire du zen. L'émotion monte. L'émotion est l'essentiel. Quand l'émotion monte, il n'y a plus votre ami, il y a l'émotion. Vous devez faire face à la réalité. Vous devez totalement à cette émotion. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'émotion, mais de totalement être humble avec ce qui se présente sensoriellement. C'est comme une douleur. On ne dit pas de ne pas avoir mal, mais de vraiment écouter, sentir, laisser la douleur parler, laisser l'émotion parler, laisser la tristesse parler. Vous allez voir, l'émotion est si puissante que l'émotion va éliminer l'objet de l'émotion, la cause de l'émotion. Vous verrez dans cette clarté que l'émotion que vous avez maintenant quand votre ami est mort, mais quand vous aviez 10 ans, il y est arrivé autre chose, il y a eu une émotion aussi forte, et puis vous aviez 3 ans, et puis vous aviez 1 an. Et des fois, il y a cette même émotion qui vient, qui se réactualise par ceci, par cela. Mais vous allez voir, elle n'est pas causée par ceci, par cela. Elle est uniquement actualisée, comme la peur, comme la joie. La joie que vous avez quand on vous donne un train électrique, et puis quand on vous fait un compliment, et puis c'est la même joie. Elle s'actualise, elle se réveille dans telle ou telle situation. La situation ne cause pas la joie. C'est pour ça que le train électrique vous laisse complètement indifférent maintenant. Donc vous laissez cette émotion vivre en vous. Cette émotion va brûler la soi-disant cause de l'émotion, va devenir une expérience complètement globale corporellement. Et toute émotion, c'est comme une fleur, c'est comme une rose qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre et qui se meurt. C'est sa nature de rose. La nature de l'émotion, c'est de mourir. Mais pour qu'elle meure, il faut qu'elle puisse totalement s'accomplir. Généralement, quand la tristesse est là, la tristesse arrive et je m'assois dessus. La peur arrive, je m'assois dessus. La jalousie est là et je m'assois dessus. J'empêche l'émotion. Et donc, bien sûr, je vis constamment cette tristesse, cette jalousie, etc. Mais quand je commence à comprendre le mécanisme, quand je vois que je passais ma vie à ne pas vouloir sentir la tristesse, et qu'à cause de ça, je suis constamment dans la tristesse, qu'un jour, une situation donne la chance à cette tristesse de nouveau trouver une impulsion, je vais à un moment donné pouvoir laisser cette tristesse complètement irradier dans tout le corps. Je ne suis pas triste, je sens la tristesse. La tristesse est caresse, la tristesse va rentrer dans tout le corps, complètement, comme un poulpe qui va dans toutes les directions. Et à un moment donné, cette tristesse va complètement se mourir. C'est la seule manière directe. Donc surtout ne pas essayer de ne pas être triste. Au contraire, le cadeau que vous faites cet ami, c'est cette émotion. Les gens qui meurent pour vous. Ils meurent pour vous aider à voir qu'il n'y a pas de mort. Acceptez leur cadeau. Dignement, respectueusement, d'écouter ce que ça crée en nous. Tout ce qui arrive, c'est un cadeau. Je dois l'écouter. Ça, c'est une manière créative de vivre. Là, il n'y a pas d'imaginaire. Comment savoir que c'est pas le mental, que c'est vraiment l'émotion? Le mental est sans intensité. Tout ce qui est intensité, il n'y a pas de pensée. Quand vous avez un coup vraiment fort, vous ne pouvez pas penser. Encore une fois, c'est pour ça que les arts martiaux sont appropriés. Mais quand vous avez une grande peur, quand un ami intime meurt, ça vous avez le même choc. Donc vous partez de là. Et ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose qui se fait naturellement, quand petit à petit vous vous rendez disponible au fonctionnement de la vie. L'émotion n'est pas quelque chose à empêcher, c'est quelque chose à laisser mourir. Je vais la laisser complètement se présenter. Donc la situation qui m'amène la peur, qui m'amène la tristesse, qui m'amène le chagrin, c'est ce qui est le plus intime pour moi. C'est là la vie. Je dois écouter ça. Et là, vous verrez cette extraordinaire transmutation. Ce qui m'était apparu comme le pire, comme le plus dramatique, va se révéler comme le plus intime, le plus profond, le plus juste. Mais pas un juste conceptuel, pas de dire c'est juste la mort, ça c'est un concept. Un juste qui ne dit rien.
Dans ce non-savoir, il y a le vrai respect de la vie ou de la mort. Et tant que je sais quoi que ce soit sur la vie ou la mort, je vis dans mon imaginaire. Si je suis bouddhiste, si je suis hindou, si je suis musulman, si je suis chrétien, si je suis athée, si je suis... Chacun a son imaginaire. Ça, c'est vraiment inutile. Ce qui est utile, c'est le respect. Le respect, c'est d'écouter. Dans cette intensité, il y aura cette écoute. Et là, vous découvrirez un espace non pensable, non pensé, où il n'y aura plus de problématiques, où il n'y aura plus de réflexion, où il n'y aura plus de possibilité de penser sur la mort ou sur la vie. La vie n'est pas pensable. La mort n'est pas pensable. Rien n'est pensable. L'amour n'est pas pensable. La douleur n'est pas pensable. La beauté n'est pas pensable. L'harmonie n'est pas pensable. Tout ce qui est profond dans la vie est impensable. Alors on arrête de vouloir penser à l'impensable. Et on revient sur un mode d'écoute sensorielle. La pensée se réduit. C'est ça l'art de vivre. Est-ce qu'il faut aller où est-ce qu'on a peur? Ne vous inquiétez pas, ça vient vous chercher. C'est pas la peine. C'est pas très loin. Il n'y a rien à fabriquer. Le thème de ce soir, vous dites donc, la joie de ne rien être. Donc je me dis, le plus que je serai un moins que rien, plus je serai joyeux. Si ce n'est pas un concept, mais être en moins que rien, c'est une image. C'est comme le vieux taoïste qui veut s'abaisser, mais pour arriver au sommet. Alors ça a peut-être sa place dans le taoïsme, qu'on respecte, mais il n'y a pas à arriver au sommet. Vous ne décidez pas demain de devenir roi, dictateur ou clochard. C'est la vie qui décide, selon vos capacités, selon les situations, selon l'état de votre corps. Donc il n'y a pas à s'occuper de sa vie. Vous ne décidez pas d'aimer les hommes, d'aimer les femmes, d'aimer les oies. Vous ne décidez pas d'être riche, d'être intelligent, d'être puissant, d'être viril, d'être en bonne santé, d'être malade. Vous décidez de rien. Donc il y a cette écoute. Dans cette écoute, effectivement, vous verrez une joie de ce qui est là. Vous n'avez plus besoin d'être riche, vous n'avez plus besoin d'être aimé, vous n'avez plus besoin d'être compris, d'être respecté. Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, la vie fait, vous serez toujours plus riche que quelqu'un et plus pauvre qu'un autre. Mais vous n'avez plus besoin de vous penser comme ceci ou comme cela. Quand vous vous couchez le soir, il n'y a personne de riche ou de pauvre qui se couche. Il n'y a personne d'aimer ou de pas aimer. Il n'y a personne qui est seul ou qui a un lien. Il n'y a pas de père ou de célibataire ou de Français ou de Canadien. Il n'y a pas de pensée. Je n'ai pas besoin de me penser, mais dans la situation, bien sûr. Vous caressez différemment la clavicule de votre maîtresse que celle de votre fille. Vous caressez différemment la nuque du chien que la nuque du chat, bien sûr. Mais c'est pas une appropriation. Donc il n'y a pas à vouloir s'abaisser, à vouloir, si la vie fait que vous deveniez célèbre, riche, etc. Quel est le problème? Vous n'êtes pas ça, c'est votre manière d'être. Vous aiderez à cette place-là. Vous pouvez être un politicien, vous pouvez être un chef de guerre, vous pouvez être un... Mais tout à sa place. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier supérieur.
Mais on dit, je ne me prends pas pour mon métier. Je ne me prends pas pour ma situation familiale. Je ne me prends pas pour ma voiture. Je ne me prends pas pour mon compte en banque. Je ne me prends pas pour ma pensée. Je ne me prends pas pour mon corps. Ça, c'est ce que c'est, à sa place. Je n'ai pas besoin de m'imaginer comme ceci ou comme cela. Je n'ai pas besoin de me limiter à ça. Je suis aussi ça. Mais quand le soir, vous mettez sur votre lit, vous laissez ce corps, vous laissez cette femme, vous laissez ce chien, vous laissez votre compte en banque, votre intelligence, votre savoir, votre virilité. Pourquoi? Pour ne rien être. Pour vraiment ne rien être. C'est ça le moment intime de la journée. C'est ça qui est le plus attirant, c'est ça qui est le plus puissant dans la vie. Ça, il faut le comprendre. Donc ensuite, toutes les expressions de la vie ont leur place, mais dans cet espace. Est-ce que la prévision des événements ont leur place pour s'améliorer au quotidien? Est-ce qu'il y a une part à l'amélioration, dans le sens que moi, je veux être un grand guitariste, je veux faire des concerts, j'ai une justification pour ça. Si c'est ma volonté propre, je suis en accord avec elle, il n'y a rien qui m'en empêche. Comment on fait pour se guider dans le futur, pour guider sa quête par rapport à une amélioration qui est justifiable pour nous? L'amour brûle le futur. Quand vraiment vous allez aimer la guitare, vous n'allez plus à votre futur. Vous allez jouer, vous allez jouer, vous allez jouer. Le futur, il est maintenant. C'est votre amour de l'art qui fait votre capacité. Le futur s'actualise maintenant. Le futur se crée maintenant, il ne se crée pas demain. Donc, ne vous occupez pas du futur. Le futur s'occupe de vous, mais ne vous occupez pas du futur. Donnez-vous totalement, intensément avec l'art, comme si c'était la dernière fois que vous touchiez votre guitare. Voilà, demain matin, on vous coupe les deux bras, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Vous allez jouer de la guitare. Vous allez jouer avec tout ce que vous avez. Si vous jouez toutes les nuits comme ça, le futur sera très favorable. Mais si vous réfléchissez maintenant à comment devenir un grand guitariste, cette énergie vous manque pour jouer la guitare. Et être un grand guitariste, ça veut dire jouer, ça ne veut pas dire penser. Donnez-vous à toute l'intensité du présent. Tout est donné à ce moment-là. Le futur et le présent et le futur. Mais si je regarde vers le futur, en oubliant le présent, alors je suis dans une rêvasserie. Pas de calcul. Donnez-vous totalement à l'art. Il n'y a pas de calcul. C'est comme si demain vous tombez amoureux, vous n'allez pas vous dire elle est riche, elle est ceci, vous tombez amoureux totalement. Vous n'allez pas mettre de limites à votre amour. Vous n'allez pas vous analyser votre amour. Vous n'allez pas dire elle est trop grande, elle est trop petite, elle est... Non, vous ne dites rien. Vous donnez totalement à l'émotion. La musique, c'est comme ça. On se donne totalement à l'amour de l'art. Dans cet amour, le futur va s'actualiser fonctionnellement. La carrière, vous la faites dans l'instant, en jouant. Elle n'est pas demain. Sinon, il y aura toujours confusion. Il y aura toujours... vous ne pourrez jamais vraiment jouer. Vous devez jouer maintenant. Pas pour demain. Eric, dans cette quête-là, comment se situe la responsabilité? Elle ne se situe pas. La responsabilité, c'est un problème de juriste. La société a le droit de mettre des lois qui sont différentes selon les sociétés, mais il n'y a pas de responsabilité. Dans la société indienne traditionnelle, quand vous commettiez ce qui était nommé un crime, éventuellement vous exécutez, mais on ne vous jugeait pas. On ne vous jugeait pas psychologiquement. Vous aviez fait ce que vous pouviez faire selon vos capacités. La société n'acceptait pas tel comportement.
On vous coupe la main, le bras, l'oreille, la tête, mais en aucun cas on vous méprisait, en aucun cas on vous jugeait, en aucun cas on vous humiliait, en aucun cas on vous critiquait. Parce qu'on voyait que, vu vos parents, vu vos grands-parents, vu ce que vous pensez, vu votre capacité physique, intellectuelle, sexuelle, esthétique, vous ne pouviez pas faire autrement que ce que vous avez fait. Donc le geste était condamné, mais vous n'étiez pas condamné. Donc la responsabilité, c'est un problème juridique. Que juridiquement on condamne un acte, ça me paraît tout à fait légitime pour une société. Mais condamner quelqu'un, c'est un manque de clarté. Vous condamnez l'acte quand votre enfant va mettre le feu à la maison, éventuellement, vous l'empêchez de mettre le feu. Mais vous empêchez son acte. Vous lui expliquez que ce qui n'est pas approprié, c'est son acte, ce n'est pas lui. Quand l'imbécilité apparaît chez votre enfant, vous ne critiquez pas l'enfant, vous mettez en question son imbécilité. Et quand le courage apparaît dans votre enfant, vous ne créez pas un enfant courageux. Vous lui expliquez que vous avez été admiratif du courage qui est sorti, qui s'est exprimé à travers lui à ce moment-là. Et vous ne créez pas un enfant courageux. Et vous ne créez pas un enfant lâche. Donc l'acte peut être condamnable du point de vue de la société, du point de vue du voisinage, mais l'acteur ne peut jamais être condamné. Il doit être respecté. D'abord parce qu'il n'existe pas, et ensuite parce qu'on n'est pas séparés. Tout le monde peut accomplir tous les actes. C'est que celui qui vit une vie bourgeoise et décalée, qui s'imagine qu'il ne pourrait jamais être un tortionnaire, jamais un violeur, etc. Mais quand on vit clairement avec la vie, on sait que oui, on pourrait aussi violer. Peut-être que je ne l'ai pas fait dans cette vie, il n'y a pas eu la situation. Peut-être que je n'ai pas torturé, il n'y a pas eu la situation. Peut-être que je n'ai pas tué, il n'y a pas eu la situation. Ça fait partie de mon potentiel. Je le revendique comme tous les potentiels humains. Donc, la première chose, c'est de me reconnaître dans l'autre. Ce que fait l'autre, je l'aurais fait si j'avais été à sa place. Il n'y a pas de critique. Il y a une compassion, il y a une compréhension. On peut couper une main, on peut couper un bras, on peut couper une tête. Mais on ne peut pas critiquer, on ne peut pas mépriser. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un. C'est un manque de clarté. Mais on peut empêcher. Le chien qui attaque votre enfant, vous ne lui en voulez pas. Pourtant, extérieurement, vous semblez lui en vouloir. La responsabilité, c'est l'imaginaire de l'ego. Au plus les gens sont irresponsables, au plus ils se sentent responsables. Quand quelqu'un est vraiment responsable, il sait qu'il est totalement irresponsable. Vous savez que vous n'allez pas écraser quelqu'un ce soir en rentrant chez vous. Vous le savez vraiment, vous êtes sûr? Vous ne pouvez pas le savoir. Quelle responsabilité? C'est un imaginaire. Mais la société a en droit d'avoir notre vue, bien sûr. Quand je me rends compte combien je suis totalement irresponsable, alors là naît une vraie responsabilité, qui est un regard, qui est une écoute de ma capacité. Elle est ce qu'elle est. Mais je ne suis plus lié à mon fonctionnement. Quelqu'un de plus malin que moi ferait des choses plus malines. Quelqu'un de plus courageux que moi ferait des choses plus courageuses. Je suis comme je suis. J'assume mes limites. Je n'ai pas besoin d'être courageux. Je n'ai pas besoin d'être juste. Je n'ai pas besoin d'autre chose que ce qui se présente dans l'instant. Ça, c'est mon rôle en tant qu'art de vivre. Que la société juge, critique, condamne telle ou telle activité, ça me paraît totalement justifié. Mais je ne pourrais jamais me sentir condamné. On peut me condamner à être en prison, on va la tête coupée, mais on ne peut pas se sentir condamné. Se sentir condamné, c'est psychologique. À un moment donné, on devient incondamnable. C'est très important. À ce moment-là, on accepte facilement les condamnations de la société. Et celui qui se sent,
qui revendique la justesse va se sentir dévasté par la condamnation de la société, va toujours être en lutte. Donc à un moment donné, même si on vous condamne pour une chose que vous n'avez pas fait, vous ne sentirez pas c'est injuste. Vous battrez ce qui est possible pour faire valoir la vérité, ce que vous voyez comme tel. Mais si on vous condamne à mort parce que vous avez tué quelqu'un que vous n'avez pas tué, vous ne pourrez pas le vivre comme injuste. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous écrasez quelqu'un en voiture, c'est comme ça. C'est pas injuste, c'est ce que c'est. C'est comme si vous avez un cancer, c'est comme si vous devenez infirme. C'est pas injuste, c'est ce que c'est. L'injustice vient de la notion de justice. Et quand on n'est pas mégalomane, on ne sait pas ce qui est juste. Et quand on ne sait pas ce qui est juste, il n'y a plus d'injustice possible. Il faut vivre fonctionnellement. L'injustice des hommes est ce qu'elle est. Celle de votre voisin est ce qu'elle est. Celle du lion qui vous mord est ce qu'elle est. Mais vous n'avez pas à vous sentir condamné par ce qui arrive. Il y a des gens qui vous regardent et vous condamnent déjà. Parce que vous êtes trop grand, parce que vous êtes trop gros, parce que vous êtes trop riche, parce que vous êtes trop pauvre, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes de droite, parce que vous êtes de gauche. Et c'est normal qu'ils vous voient comme ça. Et à un moment donné, vous n'êtes pas condamné par le regard des autres. Il n'y a plus de responsabilité dans ce sens-là. Il y a facilité. C'est sympathique de ne pas se sentir condamné, d'être incondamnable. Mais est-ce qu'on n'est pas porté à fuir des situations, justement, qui, comme dernièrement, j'ai été en contact avec une personne qui allait tellement me chercher au niveau des émotions que, j'ai ressenti une colère que je pensais même pas, que je tremblais, que je pouvais ressentir. Donc, quand vous dites on pourrait être tortionnaire, j'étais comme horrifiée j'ai comme coupé ça mentalement. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, l'émotion tellement forte. Mais vous dites des fois de se souhaiter des situations. Il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'on dit. En plus, ce qu'on formule ici, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une manière de vivre, c'est des choses. On vous suggère de l'écouter et de l'oublier immédiatement. Ce n'est pas un mode de vie à suivre. Moi, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de conseil à donner. Ma vie est aussi misérable que tout le monde, mais je n'ai pas besoin de réussir ma vie. Donc, je n'ai aucune souffrance de ma vie misérable. Je n'ai pas besoin de m'approprier quoi que ce soit que je n'ai pas dans l'instant. Donc il ne s'agit pas d'essayer de faire face à quelque chose. Quand cette émotion est trop forte, vous avez arrêté la chose, vous n'aviez pas le choix. Il se peut qu'à un autre moment dans la vie, une autre situation réveille en vous cette émotion et qu'à ce moment-là, par la grâce de l'instant, vous puissiez vous rendre compte que l'émotion est en vous et que vous n'êtes pas ému. Et vous allez sentir l'émotion comme une caresse, comme quand vous prenez, ce qui n'est sûrement pas votre cas bien sûr, du LSD. Et quand vous avalez une pilule de LSD, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. C'est magnifique. Et vous regardez les petits oiseaux, vous regardez les crocodiles qui se promènent, et puis tout d'un coup, vous dites c'est étrange, ça fait une demi-heure de cette pilule, il ne se passe toujours rien. Et puis vous continuez, et une heure après, vous dites c'est étrange, il ne se passe toujours rien. Et puis d'un seul instant, vous vous rendez compte, ça fait 3 heures que vous êtes en voyage. Vous n'avez rien fait, vous avez laissé faire. Avec une émotion, c'est la même chose. Ce n'est que vous n'avez rien à acheter. Donc vous laissez cette émotion complètement vous parler. Pour que l'émotion vous parle, il faut que vous soyez silencieuse. Silencieuse de sa voix, d'intention, de peur. Donc vous laissez cette caresse tactile comme une drogue qui se répand. Il va y avoir un peu comme une effervescence, quelque chose qui monte, comme un champagne qu'on vient de déboucher, puis à un moment donné, il y a un peu moins de bulles, un peu moins de bulles, un peu moins de bulles. Et puis vous allez voir, les choses vont se vider complètement. Bien sûr, ça c'est schématique. Bien sûr, c'est pas ça la première fois. Mais c'est la direction. Vous allez voir, ça monte, et puis c'est trop fort pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Là, vous allez agir.
Vous allez prendre le téléphone, ouvrir la télévision, manger quelque chose, devenir bouddhiste, méditer, selon votre imaginaire. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, l'émotion est toujours là. Une semaine après, pendant que vous faites le ménage, vous allez entendre ça. De nouveau, l'émotion est là. Éventuellement, soyez disponible. Ça monte, ça vous caresse, ça vous caresse, ça vous caresse. Et c'est trop fort. Méditez un peu plus, décidez de changer votre vie, décidez de ne plus être agressif, décidez de ne plus avoir d'émotion, peu importe. 15 jours après, de nouveau, l'émotion va être là. Je dirais petit à petit, vous allez voir, vous allez vous laisser de plus en plus caresser. Et à un moment donné, vous allez totalement vous laisser faire, et là, l'émotion va vraiment éclore. Dans cette éclosion, elle va révéler de nombreuses choses que les psychologues vont appeler du passé, mais qui sont présentes, qui ne sont plus nécessaires, et il y a une résorption qui va se faire complètement. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va complètement se vider. Ça ne nécessite aucune intelligence, aucun savoir, aucune attitude. Ça ne nécessite rien d'autre que d'écouter. Et vous allez voir un jour qu'écouter, ça veut dire aimer. Ça veut dire totalement présent. L'amour, c'est la seule émotion. Toutes les autres émotions viennent de l'amour. Écouter, c'est aimer. Donc vous allez aimer cette émotion, et c'est dans cet amour que cette émotion va complètement se révéler et complètement se transformer. Ça, c'est la voie directe. Donc, surtout pas vouloir sentir l'émotion, surtout pas vous dire je devrais accepter, vous ne devez rien du tout. Quand c'est trop, vous devez accepter ça. Vous devez fonctionner à votre niveau. Mais ce qui est trop aujourd'hui, vous verrez, demain sera possible. Pas d'anticipation. Si vous respectez vraiment votre limite d'aujourd'hui, c'est comme quand on fait de la boxe. Si on met un boxeur trop puissant pour vous, vous allez quitter la salle. On met un boxeur juste ce qui est possible, et puis petit à petit, on augmente le partenaire. Ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui. Mais il faut pour ça que le partenaire soit juste ce qu'il faut, pas trop. Là, c'est la même chose. Donc petit à petit, vous allez laisser de plus en plus libre l'émotion en vous, et vous allez voir un jour, ça va vraiment se vider. Là, il y a résolution. Et c'est vrai pour toutes les émotions. Mais ça va venir quand vous allez comprendre clairement que l'émotion n'est pas causée par cette personne, mais dont l'émotion, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Et elle était avant que cette personne existe. Elle était avant qu'on vous viole, elle était avant qu'on vous maltraite, elle était avant qu'on vous insulte. L'insulte, le viol de la personne, la critique, a réveillé cette émotion. Tant que je la lie à une situation, elle va s'exprimer que partiellement. Donc je mets de côté la soi-disant cause, et je donne totalement au vécu sensoriel selon ma capacité. Mais du fait que je ne force pas ma capacité, du fait que je ne me dis pas je dois accepter, je ne dois rien du tout, ma capacité va devenir très élastique. Et c'est comme en boxe, on fait des progrès très rapidement, si on ne brusque pas les choses. Donc il faut être d'une infinie douceur, d'une infinie tendresse avec ce moment-là, jamais forcé. C'est pour ça qu'on ne doit jamais mettre en question l'imaginaire du voisin. Si lui se met en question, vous pouvez aider son questionnement. Mais celui qui a été maltraité et qui dit « mais c'est bien normal, je souffre », vous devez aller dans son sens. Quand celui qui a été maltraité un jour va se dire « mais est-ce que finalement je pourrais ne pas souffrir malgré ce que j'ai vécu ?» Alors là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour approfondir la vie. Mais il ne faut jamais mettre en question. Et ça, le respect. Il faut d'abord l'avoir envers soi-même. Quand on ne respecte pas son émotion, on ne respecte pas l'émotion des autres. Je pense qu'on a dépassé les limites du temps. Alors, merci d'être venu. Il faut vraiment oublier tout ce qu'on a dit ce soir. Ce qui restera, c'est ça qui est important.